Donc l'argument du miracle, j'avais expliqué, je dis que c'est assez... Et après je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bon. Oui, c'était l'argument du miracle. Miracle argument. Du miracle. Un miracle. C'est un miracle, Salomon, un miracle. Seuls les vrais connaissent. Alors on y va, c'est parti. Dans l'essayeur, je vais écrire peut-être au tableau, c'est l'essayeur. Si je retrouve mes feutres. C'est un scandale, je les avais récupérés ce matin, je les ai déjà perdus? Non. No way. Non, c'est bon. Dans l'essayeur, comme quelqu'un qui essaie, quoi, j'imagine. Galilée conçoit que le grand livre du monde, vous mettez grand livre du monde entre guillemets, Galilée conçoit que le grand livre du monde, l'expression est de lui, dans l'essayeur, Galilée conçoit que le grand livre du monde est écrit en langage mathématique. Voilà. Il pense ainsi que les théories scientifiques décrivent fidèlement la réalité. Point. Il pense ainsi que les théories scientifiques décrivent fidèlement la réalité. Point. Il pense ainsi que les théories scientifiques décrivent fidèlement la réalité. Point. On parle de, vous pouvez le mettre en rouge ou le souligner, on parle de réalisme scientifique. C'est ça la notion importante, le réalisme scientifique. On parle de réalisme scientifique. Point. Il s'agit d'une doctrine dominante jusqu'au milieu du XXe siècle. En épistémologie. Il s'agit d'une doctrine dominante en épistémologie jusqu'au milieu du XXe siècle. Il s'agit d'une doctrine dominante en épistémologie jusqu'au milieu du XXe siècle. Voilà. Voilà, ce réalisme est notamment véhiculé par Einstein et Infeld. Ce réalisme est notamment véhiculé par Einstein et Infeld. Donc là, on est dans la première moitié du XXe siècle, par Einstein et Infeld, dans l'évolution des idées en physique. C'est le nom du bouquin. Dans l'évolution des idées en physique. Voilà. Oui. Oui, l'évolution des idées en physique. Einstein imagine une montre qui serait impossible d'ouvrir. Einstein imagine une montre qu'il serait impossible d'ouvrir. Voilà. Ça, on l'avait expliqué avant. Il considère qu'il y a toutes les raisons de penser. Il considère qu'il y a toutes les raisons de penser.
considère qu'il y a toutes les raisons de penser que si une théorie parvient à prédire, il considère qu'il y a toutes les raisons de penser que si une théorie parvient à prédire avec exactitude, il considère qu'il y a toutes les raisons de penser que si une théorie parvient à prédire avec exactitude tous les mouvements des aiguilles, virgule, la théorie parvient à prédire tous les mouvements des aiguilles, virgule, même les plus irréguliers, virgule, alors cela signifie que cette théorie est une description fidèle de la réalité. Alors cela signifie que cette théorie est une description fidèle de la réalité de la montre, ici bien sûr. Point. Einstein tient en outre cette idée. Des prédictions spectaculaires réalisées par les théories scientifiques. Einstein tient en outre cette idée des prédictions spectaculaires réalisées par les théories scientifiques. Et alors en plus, après Einstein, ça a continué, les prédictions spectaculaires réalisées par les théories scientifiques. Point à la ligne. Cette idée est formalisée par Putnam. Cette idée est formalisée par Putnam dans le titre est en anglais. Mathematics. Matter and Method. 1975. Cette idée est formalisée par Putnam dans Mathematics, Matter and Method. Virgule. Non, point. Pour lui, ce serait un miracle si des théories capables de prédiction spectaculaire, pour lui, ce serait un miracle si des théories capables de prédiction spectaculaire n'étaient pas de bonnes descriptions, virgule, ou au moins de bonnes approximations de la réalité. Donc pour lui, ce serait un miracle si des théories capables de prédiction spectaculaire n'étaient pas de bonnes descriptions ou au moins de bonnes approximations de la réalité. Voilà. C'est cela l'argument du miracle. Voilà, donc ce truc qui a l'air très convaincant, on va le dynamiter instantanément. Il faut arrêter les bêtises à un moment donné. Oh, il faut comprendre que... Oui. Donc, pour lui, là serait un miracle si des théories capables de prédiction spectaculaire n'étaient pas de bonnes descriptions ou au moins de bonnes approximations de la réalité. C'est cela l'argument du miracle.
Alors, ce truc-là qui a l'air complètement anodin, ne l'est pas du tout, parce que il introduit la métaphysique, bien sûr, dans le domaine de la connaissance, puisqu'on doit encore supposer que nous décrivons une réalité indépendante du sujet grâce à des outils, alors qu'ils ne sont plus l'outil du langage commun, mais qui deviennent l'outil, ou de la philosophie, mais qui deviennent l'outil des sciences. Enfin bon, Tiercelin, à côté de ça, explique que ce réalisme scientifique n'est pas métaphysique. Bon, on est dans la méthode Coué, quoi. Il suffit pas de le dire pour que ce soit vrai, si vous voulez. Bon, évidemment, c'est faux. Évidemment, on a affaire à du réalisme métaphysique. Donc, le grand 1, c'était sur la question de la vérité-correspondance et du réalisme métaphysique. Le grand 2, thèse-antithèse, vous connaissez. Virage à 90 degrés, ou j'ai presque envie de dire à 180 degrés. On va s'intéresser à la thèse adverse qui s'appelle l'instrumentalisme. Et on va appeler ça donc instrumentalisme. Et contingence dans la vérité. Comprenez bien que dans les trois thèses qu'on a exposées dans la première partie, donc la thèse de Platon, celle de Descartes, et là la thèse de l'argument du miracle, du réalisme scientifique, il y a la nécessité dans la vérité. En fait, l'énoncé vrai est rendu nécessairement vrai par rapport à la réalité à laquelle il réfère. L'idée là, c'est de montrer que la vérité, c'est une notion qui est construite de manière complètement contingente, donc il n'y a pas du tout de nécessité dans la vérité. C'est ça l'idée de l'instrumentalisme. Les instrumentalistes, eux, considèrent que, en fait, les théories, c'est pas important si elles décrivent, enfin, leur fonction n'est pas de décrire la réalité. Ce qui compte, c'est qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire qu'elles réussissent à faire d'elles ce qu'on attend d'elles, c'est-à-dire à donner des explications qui sont satisfaisantes, à faire des prédictions qui sont satisfaisantes. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font SES. Bon, alors il y a un fanatique, il y a un économiste fanatique, je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est vraiment un fanatique d'extrême droite, qui s'appelle Milton Friedman. Mais Friedman n'a quand même pas dit que des bêtises, même si bon, il a dit presque que ça. Mais dans un article qu'il publie en 1953 qui s'appelle The Scope of Economic Methodology, il remarque qu'il y a un problème avec les théories économiques. Friedman considère et pense que les théoriciens en économie sont des réalistes. C'est-à-dire toute la bande tous les économistes marginalistes du 19e siècle, puis après leurs successeurs, Arrow, Debreu, Samuelson, enfin tous ces illuminés. Et Friedman dit, mais en fait, c'est pas important qu'une théorie économique soit, qu'une théorie scientifique en général, soit une description de la réalité. Tout ce qui compte, c'est qu'elle fonctionne. On n'a qu'à faire comme si c'était une bonne description de la réalité, et puis tant que ça marche, whatever works, ça fonctionne très bien. Bon, alors, bien sûr, je vais vous dire quelque chose, mais j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec une éminente économiste et qui n'est pas d'accord avec moi là-dessus, mais bon, c'est une économiste, alors évidemment, vous savez, le temps que ça chemine dans la tête, ça prend un peu plus de temps que pour nous autres philosophes. Bon, disons que Friedman, c'est quelqu'un qui dit ça, puis qui un peu plus tard vient vous expliquer que, ok, mais quand même, l'ultralibéralisme, c'est mieux que l'intervention de l'État, que le keynésianisme. Et ça, c'est absolument vrai, donc il revient dans le réalisme métaphysique. Et puis bon, dans le même article de 1953, Friedman explique qu'on pourrait tout à fait utiliser des théories économiques pour expliquer des phénomènes biologiques, ça ne poserait pas du tout de problème, tant que ça fonctionnerait, quoi. Oui, sauf qu'en fait, c'est pas exactement comme ça que ça marche, parce que quand on utilise des théories en biologie, eh bien, on a un objet qui est, on l'appelle la nature, enfin certains objets spécifiques de la nature, on les étudie après avec des théories, et après on arrive à expliquer leur fonctionnement. Bon, alors que ce que préconise Friedman, c'est dire qu'une fois qu'on a compris un phénomène par la biologie, on pourrait l'expliquer par l'économie, oui mais non, en fait, du coup on n'explique rien du tout. Enfin bref, je ferme la parenthèse. C'est ça l'idée de l'instrumentalisme, c'est que les théories n'ont pas à être réalistes. Alors souvent, l'instrumentalisme a été réduit à une position qu'on appelle l'anti-réalisme, c'est-à-dire les gens qui sont contre les réalistes. Donc, il y aurait les réalistes d'une part, réalistes scientifiques et réalistes métaphysiques, et d'autre part les instrumentalistes qui seraient les anti-réalistes, du moins en sciences. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est en gros l'opposition qui existe. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, vous avez remarqué que dans le 1.1 et 1.2, j'ai mis directement les objections qu'on pouvait adresser à Platon et les objections qu'on pouvait adresser à Descartes.
Là, je ne l'ai pas fait pour l'argument du miracle, je préfère garder une section entière parce qu'il y a beaucoup d'objections assez précises que l'on peut adresser à l'argument du miracle. Donc, nous allons commencer par une réfutation de l'argument du miracle. Ne notez pas tout de suite le titre parce qu'on va noter un petit chapeau avant. On notera juste un petit truc sur Friedman et sur l'instrumentalisme. Ça, c'est pour votre culture philosophique. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Capitalisme et liberté, c'est à mourir de rire. Vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Alors, je ne sais pas si. Oui, il est mort il n'y a pas très longtemps, Friedman. Il est peut-être vivant encore, je crois qu'il est mort. Alors, bon, on peut le réfuter de plusieurs manières, cet argument-là. Je vais vous donner 3 arguments qui permettent de le réfuter. Bon, alors, premier argument. Bon, c'est un peu technique, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Si on observe la structure logique de l'argument du miracle, on s'aperçoit de la chose suivante. Il y a un phénomène, et ce phénomène, c'est quoi? C'est les phénomènes. C'est les théories scientifiques réalisent, j'ai une écriture de chien, des prédictions spectaculaires. Okay. Et le problème, c'est que pour ce phénomène, on n'a pas d'explication. Donc on cherche une explication. Alors, on va se demander quelle est la meilleure explication. Bon. Alors, ce processus logique porte un nom. On appelle ça un raisonnement abductif. Il y a 3 modes de raisonnement logique. Le premier, c'est l'induction. Alors, l'induction... non, je ne vais pas faire cette vanne de trop pourrie. Donc, l'induction, c'est quand, à partir d'une somme d'observations, vous inférez une règle générale. Exemple, vous observez que tous les corps que vous lâchez chutent, vous allez inférer une règle, tous les corps chutent. Vous avez le mode déductif, donc là le mode déductif, c'est, pour ceux qui font des sciences, c'est le plus simple. C'est simple, là vous n'avez pas besoin de vous confronter à la réalité empirique, c'est juste de la stricte logique. Si A supérieur à B, B supérieur à C, alors A est supérieur à C, voilà, des choses comme ça. C'est de la pure logique. Tous les théorèmes mathématiques sont déduits logiquement dans le domaine de la logique. Et le troisième raisonnement, c'est l'abduction. Il s'agit, à partir de l'observation d'un phénomène inexpliqué, de chercher la meilleure explication à ce phénomène. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas dans l'induction, puisqu'il ne s'agit pas d'observer la répétition d'un même phénomène pour inférer une règle générale, ni dans la déduction, puisque là on cherche quelque chose qui est possiblement empirique. Bon, en fait, ça porte un nom un peu barbare, mais très facile à comprendre, cette induction ici. On parle d'inférence à la meilleure explication. Donc on essaie d'inférer la meilleure explication à ce phénomène-là pour essayer de comprendre laquelle elle est. Et la meilleure explication, d'après ceux qui défendent l'argument du miracle, c'est-à-dire le premier, Hilary Putnam, donc Putnam des jeunes années avant qu'il change d'avis, et Claudine Kersolet encore aujourd'hui, c'est que ce qui permet de mieux expliquer que les théories réalisent des prédictions spectaculaires, c'est que les théories sont de bonnes approximations de la réalité, ou de bonnes descriptions. On verra la différence après. Et cette explication est fondée sur un argument, c'est que ce serait un miracle si elles arrivaient à faire de bonnes prédictions aussi spectaculaires, si elles n'étaient pas de bonnes approximations de la réalité. Sinon, miracle. D'accord ? Et alors, bien sûr, on comprend bien qu'on ne peut pas se satisfaire d'une explication qui soit miraculeuse. Parce que si vous préférez à une explication rationnelle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la raison pour laquelle les théories parviennent à réaliser des prédictions spectaculaires, c'est parce que justement ce sont de bonnes descriptions, de bonnes approximations de la réalité. Si à cette explication-là vous préférez vous dire c'est un miracle, ben là vous tombez directement dans la pensée magique. Donc l'argument du miracle est censé disqualifier en fait toute explication alternative à celle-ci, les théories sont de bonnes approximations de la réalité, en les assimilant, en les réduisant à de la pensée magique. Ouais, vous voyez l'idée ? Ouais. Bon. Ce qui veut dire que, évidemment, cette explication-là n'implique aucun phénomène de type miraculeux ou de type magique. Parce que si jamais cette explication-là contient
des éléments de type miraculeux ou magique, alors elle tombe elle-même dans le miracle, elle se disqualifie elle-même. Il y a une contradiction dans les termes. Vous ne pouvez pas rejeter des explications en disant qu'elles seraient miraculeuses au motif qu'elles sont miraculeuses, en incorporant vous-même des éléments miraculeux à l'intérieur de votre propre explication. Ça, c'est juste de la logique. Alors maintenant, il faut qu'on se demande, alors il y a beaucoup de travaux contemporains là-dessus, il faut qu'on se demande qu'implique l'idée selon laquelle les théories peuvent être de bonnes approximations de la réalité. Quelles sont les hypothèses qui rendent possible cette proposition, qui la rendent valide? Bon. Il y a une hypothèse quand même qui semble très importante, c'est que pour que les théories, c'est-à-dire des choses qui sont écrites, un discours, puissent refléter la réalité, il faut que ceux qui écrivent les théories, donc les théoriciens, qui sont, semble-t-il, des êtres humains, aient un accès direct à cette réalité. Donc, si on cherche les hypothèses, donc quelles hypothèses, donc ça on va l'appeler E pour explication, voilà. Quelles hypothèses derrière notre explication? Bon, eh bien, il y a une hypothèse qui est quand même très importante, on va l'appeler H, eh bien, c'est que les êtres humains possèdent une faculté qui leur donne un accès direct au réel. Vous comprenez bien que si les êtres humains n'ont pas une faculté qui leur donne un accès direct au réel, alors les êtres humains ne sont pas capables de décrire fidèlement ce réel. Pas d'accès au réel, pas de description du réel. Alors là, il y a quand même un problème. Pourquoi? Parce que notre accès au réel, d'un point de vue strictement empirique, il passe d'abord par la perception. Donc, notre corps a un accès direct à la réalité matérielle, mais notre perception nous donne une représentation indirecte de la réalité matérielle. Donc nous, en fait, on y accède au réel, d'un point de vue empirique, qu'indirectement par le moyen de nos représentations. La réalité elle-même, on ne la connaît pas, à proprement parler. Ce qu'on connaît, c'est une représentation de la réalité. Or, supposer que on puisse la décrire fidèlement, c'est supposer qu'on puisse y accéder directement. C'est donc supposer qu'on peut passer outre le champ de la représentation pour accéder au réel. Et ce moyen d'accéder au réel sans passer par la représentation, on l'aura compris, puisqu'on est dans la théorie, c'est la pure réflexion, l'intellection. Mais comment l'intelligence, à elle seule, pourrait-elle accéder à une réalité sans passer par une représentation de cette réalité? Vous voyez bien que c'est quelque chose qui est tout simplement impensable ou impossible en quelque sorte. Ce qui veut dire qu'on est obligé ici de supposer qu'il existe une faculté dont on ne sait pas d'où elle sort ni comment elle fonctionne, voilà, c'est un peu de la magie quoi, qui permettent de se représenter la réalité sans représentation de la réalité. En fait ici, cette hypothèse, c'est une hypothèse miraculeuse, magique si vous voulez. Or, comme il s'agit d'une hypothèse miraculeuse, cette explication repose sur une hypothèse miraculeuse. Elle est donc dans le domaine du miracle, et par conséquent, il y a une contradiction dans les termes, au sens même de l'argument du miracle, cette conclusion est invalide, cette explication est invalide. Donc l'idée de l'inférence à la meilleure explication ne fonctionne pas pour l'argument du miracle, parce que l'argument du miracle, qui rejette toute explication miraculeuse, incorpore pour se justifier lui-même une explication miraculeuse. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes convaincu. Ensuite, autre explication qui est assez amusante. Bon, là, je ne vous donne pas de littérature parce qu'il y a énormément d'articles de recherche qui sont publiés là-dessus, dont aucun quasiment n'est écrit en langue française, donc je ne vais pas vous saouler avec ça. Ici, je vais vous donner une référence bibliographique précise, parce que bon, c'est une référence en épistémologie, c'est un des ouvrages d'épistémologie les plus importants du XXe siècle, peut-être même de l'histoire de l'épistémologie. C'est un philosophe qui s'appelle Bas van Fraassen. Désolé, ça n'a pas été traduit en français, ça encore. Il a écrit un bouquin fameux qui s'appelle The Scientific Image. Ça a une quarantaine d'années. Ça a 40 ans d'ailleurs, peut-être 41 ans. Alors Van Fraassen avance un argument qu'on appelle
communément l'argument de la sélection. L'argument de la sélection, c'est quoi? Vous allez voir, c'est pas sorcier. Van Fraassen considère que les théories eh bien, sont en concurrence entre elles, un peu comme les êtres vivants sont en concurrence entre eux. Les êtres vivants qui survivent sont ceux qui survivent au processus de sélection naturelle. C'est très à la mode de faire ça en philosophie. Et donc les théories qui survivent sont les théories qui survivent à la sélection des théories. Alors, sur quelle base les théories sont-elles sélectionnées? C'est très simple. Un être vivant, il est sélectionné sur sa capacité à survivre. C'est pour ça qu'il survit en quelque sorte. Il est capable de survivre. Il y a une théorie, elle est jugée sur sa capacité à faire d'elle ce qu'on attend d'elle. Et qu'est-ce qu'on attend d'une théorie? On attend qu'elle permette, d'expliquer et de prédire. Les théories qui permettent correctement d'expliquer et de prédire sont sélectionnées, et les autres sont rejetées. Bon. À partir de là, ça ne semble pas particulièrement étonnant. Alors pourquoi maintenant, la question qu'on peut se poser, l'objection qu'on pourrait opposer, c'est ok, mais comment ça se fait qu'il y ait des théories qui fonctionnent et d'autres pas? Ce serait toujours un miracle si les théories qui fonctionnent n'étaient pas de bonnes descriptions de la réalité. En fait, il faut essayer de se poser la question suivante, de se dire la chose suivante. Effectivement, s'il y avait eu dans l'histoire des sciences, et s'il y avait aujourd'hui très peu de théories en concurrence. Alors, effectivement, et s'il n'y avait jamais eu beaucoup de théories en concurrence, c'est-à-dire s'il y avait eu très peu de théories dans l'histoire de la physique, de la biologie, enfin des sciences en général. Effectivement, ça serait très étonnant si à chaque fois qu'on voulait investiguer la réalité, on parvenait à la comprendre de manière très efficace, incroyable et spectaculaire. Si vous voulez, si dans toute l'histoire des sciences, il n'y avait eu que Einstein, Newton et Bohr, bon ben oui, effectivement, ce serait incroyable. C'est un peu comme si, comparer cela avec une loterie. Imaginez que, bon, au loto, on a une chance sur 19 millions de gagner. Si à chaque fois qu'on joue, on gagne, c'est effectivement un miracle. Là si c'était le cas, l'argument du miracle fonctionnerait. Sauf que, c'est pas comme ça que ça se passe. Depuis l'Antiquité, il y a eu des milliers de théories qui essayaient d'expliquer la réalité. Aujourd'hui, il y a encore des dizaines de théories concurrentes qui essaient d'expliquer la même réalité. Et combien, en physique, retient-on de théories? On n'en retient pas beaucoup, on en retient deux. On retient la mécanique quantique, on retient la théorie de la relativité. Tous les autres, pour l'instant, on n'en tient pas compte. Elles n'ont pas été sélectionnées, pour reprendre le champ lexical de Van Fraassen. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un très grand nombre de théories. Très grand nombre. Est-ce que ce ne serait pas normal si finalement, normal, quand j'emploie le mot normal, je l'emploie au sens statistique du terme. Est-ce que ce ne serait pas normal d'un point de vue statistique que finalement certaines de ces théories, au milieu de toutes les autres, parviennent à faire ce qu'on attend d'elles? Est-ce que ce ne serait pas anormal, au sens statistique du terme? Bon, parce que c'est qu'une courbe normale, enfin une courbe de Gauss. Je vais expliquer. Est-ce que ce ne serait pas anormal si finalement aucune de ces théories ne parvenait à faire ce qu'on attend d'elle? Filons la métaphore de la loterie. Bon, on a une chance sur 19 millions de gagner au loto, mais des millions de personnes jouent au loto. Par conséquent, il est normal qu'il y ait de temps en temps un ou deux vainqueurs. Logique. Ce serait quand même très étonnant si, depuis une cinquantaine d'années que le loto existe, il n'y avait jamais eu de vainqueur au loto. On aurait même tendance à penser que le jeu serait truqué, si vous voulez. Est-ce que ce ne serait pas un peu la même chose avec les théories scientifiques? Est-ce que ce ne serait pas bizarre si, au bout du compte, aucune théorie ne parvenait, malgré tous les efforts qu'on emploie pour les développer, à faire ce qu'on attend d'elle? Oui. Disons que les théories sont pas... Oui, en fait, le cheminement théorique n'est pas terminé. Enfin, d'ailleurs, ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. C'est même pas qu'elles n'ont pas été découvertes, c'est qu'elles n'ont pas été élaborées, en quelque sorte. Parce que si on pense que les théories doivent être découvertes, c'est-à-dire qu'on suppose qu'elles découvrent quelque chose. Ou enfin, que les théories sont quelque chose à découvrir. Les théories découvrent des choses, mais elles ne sont pas elles-mêmes quelque chose à découvrir.
Voilà, donc on est quand même bien embarrassé ici. Ce que, normalement, statistiquement, il est normal que certaines théories fonctionnent. Ce serait assez étonnant, voire assez miraculeux, si aucune théorie ne fonctionnait. Donc on revient dans la contradiction dans les termes de l'argument du miracle qui, qui nécessite un phénomène encore plus miraculeux que ce qu'il y a. Que par hasard des théories fonctionnent, ça paraît pas étonnant en réalité. C'est aussi étonnant que des gens gagnent le loto. Pour un troisième argument, coup de grâce, celui-là, bon, il est imparable. Claudine Tiercelin essaie d'expliquer dans le ciment des choses que cet argument n'est pas bon, mais bon. Il va falloir se battre un moment. C'est l'incommensurabilité des théories. C'est une idée qui a été notamment avancée par un très important philosophe des sciences qui s'appelle Thomas Kuhn. Dans un livre très cool, vous pouvez le lire, il est facile à lire. Si vous voulez lire un seul livre de philosophie, lisez celui-ci. La structure des révolutions scientifiques. C'est 1960. Bon, la deuxième édition. Alors, Kuhn remarque une chose très simple. Kuhn fait de l'histoire des sciences et se rend compte que les théories, enfin lui il parle de paradigme, mais on va parler de théorie ici, les théories sont incommensurables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une nouvelle théorie n'apparaît pas dans la continuité d'une ancienne théorie, mais se forme en rupture avec une ancienne théorie. On est passé en physique de la théorie de Newton à la théorie d'Einstein. La théorie d'Einstein, ce n'est pas la continuité de la théorie de Newton. C'est quelque chose de très différent de la théorie de Newton. On ne peut pas déduire des lois de Newton la théorie d'Einstein. Alors oui, bon, évidemment, les défenseurs de l'argument du miracle vous font remarquer qu'on peut déduire les lois de Newton de la théorie d'Einstein. Oui, dans ce sens, on peut. Mais dans l'autre, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on le peut dans le sens descendant, mais pas dans le sens ascendant. Bon, il y en a qui font de la physique ici. Donc, pourquoi les corps chutent? Qu'est-ce qui fait chuter les corps? La gravité. La gravité, c'est quoi? Comment? Ah oui, mais c'est quoi la gravité en soi? Oui. Oui, non, mais là, je suis chez Newton. Là. Oui. Ah bah, chez Newton, c'est juste l'attirance de deux corps par rapport à leur masse. Oui, et donc c'est donc une force, quoi. Bon, et puis, chez Newton, c'est une force. Or, on sait aujourd'hui que la gravité, c'est pas une force. C'est plutôt des phénomènes spatio-temporels. De déformation de l'espace-temps. Bon. La gravité n'est pas une force. Chez Einstein, la gravité n'est pas une force. Chez Newton, c'est une force. Chez Newton, l'espace et le temps sont absolus. Chez Einstein, l'espace et le temps, ça n'existe pas, c'est l'espace-temps qui existe, et l'espace-temps est relatif, il dépend du référentiel. Donc c'est quand même assez embarrassant, parce qu'un réaliste scientifique, au XIXe siècle, aurait dit, oui, mais la théorie de Newton décrit la réalité. Et puis, 100 ans plus tard, un réaliste scientifique dirait, oui, mais la théorie d'Einstein décrit la réalité. Bah, qu'est-ce qui nous assure qu'elle décrit plus la réalité que la théorie de Newton? Oui. Bah, il y a eu des tests qui ont été faits, par exemple sur l'orbite de Mercure. Il me semble justement que les lois d'Einstein décrivent mieux l'orbite de Mercure. Elle fonctionne mieux, et pas que pour ça d'ailleurs. Que du coup. Elle fonctionne mieux, et puis la théorie d'Einstein a permis de prédire les trous noirs, la déviation des ondes lumineuses ainsi que les ondes gravitationnelles. Mais disons que le problème qu'on a, c'est que au XIXe siècle, on aurait été très sûr de nos lois de Newton. À peu près comme on serait sûr aujourd'hui de nos lois d'Einstein. Qu'est-ce qui nous garantit que les lois d'Einstein, qu'est-ce qui nous prouve que les lois d'Einstein sont vraies? Absolument vraies. Voilà, en fait, oui. Bah, c'est le fait qu'on ne puisse pas prouver qu'elles sont fausses. Ah, mais ça, on va y venir. Parce qu'on va y venir, ça c'est la suite. C'est la suite. Ne me spoilez pas la suite du coup. Mais pour l'instant, on échoue à prouver qu'elles sont fausses. Mais on verra, mais vous allez voir que logiquement, on ne peut pas prouver que quelque chose est vrai, malheureusement. Au sens empirique du terme. Et puis, il y a un problème plus important encore, ça devrait vous poser une colle. Il y a aujourd'hui deux théories contemporaines, donc la théorie d'Einstein, la relativité générale, la théorie microphysique de la mécanique quantique. Or, il se trouve que les physiciens qui désirent
explorer ce qui s'est passé avant le Big Bang, donc ils font de l'astrophysique, de la cosmologie, eh bien, ils auraient besoin, pour expliquer les phénomènes qui précèdent le Big Bang, d'unifier ces deux théories. Parce qu'il se passe des phénomènes gravitationnels très importants, normalement avant le Big Bang, et parce qu'on a affaire à des microparticules. Or, il se trouve que ces deux théories sont incommensurables. Alors, là, c'est embêtant, parce que quelqu'un qui fait de la mécanique quantique pourrait dire oui, ma théorie est absolument vraie. Quelqu'un qui fait de la théorie de la relativité générale pourrait dire ma théorie est absolument vraie. Or, il y en a au moins une des deux qui est fausse. Sûrement les deux, en fait. Mais au moins une des deux. Pourtant, les deux font des prédictions spectaculaires et on a échoué à prouver qu'elles étaient fausses jusqu'à présent. Donc, bon, il est plus rationnel de ce fait, sachant que jusqu'à présent, en plus, on a prouvé que toutes les théories scientifiques étaient fausses, à part les nôtres actuellement. Il semble plutôt rationnel de considérer que, comme les théories sont incommensurables, qu'elles ne sont pas de bonnes approximations de la réalité. Alors, là encore, il y a encore parmi quelques personnes de mauvaise foi des gens qui disent oui, mais si la théorie de Newton c'est une approximation des lois d'Einstein parce qu'on peut déduire de la théorie d'Einstein les lois de Newton, non mais non. Dans l'autre sens ça marcherait. Mais aller expliquer que l'espace et le temps sont absolus, c'est une approximation de son contraire, c'est-à-dire l'espace-temps est relatif, ça va être quand même assez compliqué. À partir de là, tout est une approximation de tout, si vous voulez. Voilà. Les nazis sont une approximation des Teletubbies et ta sœur, c'est une approximation de cette table. Vous voyez, ça n'a plus aucun sens. On n'est plus dans la raison. Là. Donc là, quand même, il semblerait qu'on ait des arguments très forts contre l'argument du miracle, et donc des arguments très forts en faveur de l'instrumentalisme, d'une certaine forme, en tout cas, d'anti-réalisme. Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre quelques notes? Oui, génial. Alors, avant de noter le titre, on va noter un petit chapeau juste sur l'instrumentalisme, pour avoir une espèce de définition. Dans une perspective instrumentaliste, les théories scientifiques ne correspondent pas à la réalité. Oui. Grand 2 pour l'instant. Dans une perspective instrumentaliste, les théories scientifiques ne correspondent pas à la réalité. Point. On n'attend pas d'elle qu'elle soit réaliste. On n'attend pas d'elle qu'elle soit réaliste. Point. Le but des théories est de fournir de bonnes explications et de bonnes prédictions de notre représentation de la réalité. Point. À ce titre, Friedman remarque que les théories fonctionnent, donc là c'est vraiment celui qui dit ça, as if, comme si
elles étaient réalistes. Fonctionne comme si elles étaient réalistes. Sans avoir besoin de l'être. Point. En conséquence, le réalisme incorpore des hypothèses superflues. Le réalisme incorpore des hypothèses superflues. Point. Alors là, on peut noter le 2.1 maintenant. Donc une réfutation de... Il y en a plusieurs. Oui. Oui, en conséquence, le réalisme incorpore des hypothèses superflues. Donc là, on peut mettre le 2.1 maintenant. Une réfutation de l'argument du miracle. Donc vous pouvez noter petit i, et comme ça on va noter les trois. L'argument du miracle explique un phénomène. Deux points, ouvrez les guillemets, donc on va donner le phénomène. L'argument du miracle explique un phénomène. Deux points, ouvrez les guillemets. Comme ça, on a le phénomène. Les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires au sujet de la réalité. Les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires au sujet de la réalité. Voilà. Oui. Les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires au sujet de la réalité. Voilà. Il s'agit de trouver la meilleure explication à ce phénomène. Il s'agit de trouver la meilleure explication à ce phénomène. Il s'agit de trouver la meilleure explication à ce phénomène. Voilà. Ici, l'explication est, deux points, ouvrez les guillemets. Quoi ? Oui, ici, l'explication est, deux points, ouvrez les guillemets. Les théories sont de bonnes approximations de la réalité. Les théories sont de bonnes approximations de la réalité. Point. Ne fermez toujours pas les guillemets. Laissez-les toujours entre guillemets, quoi. Point. Toute autre explication relèverait du miracle. Point, fermez les guillemets. Toute autre explication relèverait du miracle. Point, fermez les guillemets. Ah. Alors
Alors vous pouvez aller à la ligne, mais on va continuer, on va examiner cette explication. Vous pouvez noter un petit e entre parenthèses à côté de l'explication. Examinons les hypothèses qui rendent E valide. Examinons les hypothèses qui rendent E valide. Examinons les hypothèses qui rendent E valide. Point. La première d'entre elles suppose que les êtres humains suppose que les êtres humains possèdent une faculté qui leur permet d'accéder directement au réel. Directement au réel, on va rajouter par le moyen de la réflexion. Directement au réel par le moyen de la réflexion. Oui. D'accéder directement au réel par le moyen de la réflexion. Point. Or, aucune connaissance n'est possible au-delà des représentations. Or, aucune connaissance n'est possible au-delà des représentations. Point. Cela serait par conséquent un miracle. Cela serait par conséquent un miracle si les êtres humains pouvaient connaître directement. Cela serait par conséquent un miracle si les êtres humains pouvaient connaître directement quelque chose qui échapperait à la représentation. Cela serait donc un miracle si les êtres humains pouvaient connaître directement quelque chose qui échapperait à la représentation. Point. Ainsi, E, entre parenthèses, donc l'explication, ainsi E nécessite de recourir à une explication elle-même miraculeuse. Pardon, ainsi E nécessite de recourir à une hypothèse elle-même miraculeuse. Point à la ligne. On va noter une dernière phrase. 2 phrases encore. Par conséquent, alors à la ligne, par conséquent, l'argument du miracle recourt lui-même. Par conséquent, l'argument du miracle recourt lui-même pour se justifier à un miracle. Point. Par conséquent, l'argument du miracle recourt lui-même pour se justifier à un miracle. Point. Il y a là une contradiction dans les termes qui invalide cet argument. Il y a là une contradiction dans les termes qui invalide cet argument. Et là, on va devoir s'arrêter parce que ça va
ça sonne en fait, ça sonne. Je vais juste prendre ce petit passage sur l'un d'entre vous. Vous savez, quelqu'un qui écrit bien, vous là, vous avez l'air d'avoir de l'écriture. Ah. Ah. Ah, c'est pour du deux. Vous, c'est lisible. Ça fait l'air mal. Table. Tout est sur YouTube, tout est sur Chronologie de manière écrite. Non, ça on reviendra dessus. Oui, oui, de toute façon, tout est disponible sur Chronologie, même en version écrite. C'est quoi la version de du cours là? Ça vous avez tout? Non, c'est pas au bon. Je viens d'attendre une histoire. Ah oui, je l'ai fait. Allez, les gars, c'est l'heure là. C'est la pause là? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.